Merci, Oustad. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Merci à mes chers amis de l'Association des médecins généralistes de Rabat. Et c'est un honneur et un plaisir de prendre la parole, surtout après d'éminents orateurs et oratrices, à la personne de Madame Professeure Mahammar, que je salue énormément. Et donc, je vais être un peu très court, donc je ne vais pas faire une présentation très longue. Je sais que vous êtes fatigués maintenant. Et on va, à la lumière de cet intitulé, revoir en flash les dernières recommandations parce qu'ils vont certainement être présentés, je crois, lors de ces journées. Mais on va en prendre quelques petites recommandations très importantes pour ce sujet. Je remercie aussi les laboratoires Stérifarm pour leur soutien à cette manifestation que je vois très intéressante par la présence qui est vraiment très importante. Donc voilà un petit peu un petit flash pour reprendre un petit peu la place qu'occupent les facteurs de risque cardiovasculaire au Maroc. Des efforts ont été faits ces dernières années en matière de tabac qui a un peu diminué lors de ces 10 dernières années, surtout chez le sujet adulte. Peut-être chez les adolescents, il a un petit peu augmenté, mais chez la population adulte, il y a une régression considérable. Une régression timide de l'hypertension artérielle. Je ne sais pas est-ce que cette régression de l'hypertension artérielle est due aux efforts qui ont été faits sur le plan de la quantité de sel à mettre dans le pain chez les boulangers. C'est probablement ça aussi. En tout cas, ces 10 dernières années, on est descendu à peu près de 3-4% dans notre population adulte. Par contre, le diabète et l'obésité ont augmenté dans nos statistiques. Et là, il va falloir un petit peu axer nos efforts futurs sur ce fléau qui est surcharge pondérale, obésité et bien sûr diabète après. Le risque cardiovasculaire chez le diabétique est multiplié par 2. Donc on aura 2 fois de risque, pas de chance, mais de risque de faire une pathologie cardiovasculaire si on est diabétique. Donc aussi bien au niveau coronaire qu'au niveau cérébral. Ce risque est vraiment plus important quand le diabète n'est pas contrôlé, mais qui reste important même si le diabète est contrôlé. Et les statistiques montrent aussi que même au stade de prédiabète, on a un risque de complications cardiovasculaires qui dépasse le risque zéro ou le risque des patients qui ne sont pas diabétiques. Et de ce fait, l'espérance de vie est nettement inférieure chez le sujet diabétique par rapport au sujet non diabétique. Cette espérance est autant réduite que le diabète commence à un âge jeune. Donc on comprend bien que les patients qui ont un diabète de type 1 ont une espérance de vie qui est nettement réduite par rapport au sujet témoin de la population. Mais même dans le diabète de type 2, quand il commence précocement, quand il commence à l'âge de 30, 40 ans, là, il réduit de façon considérable l'espérance de vie des patients. Alors que si le diabète est retardé, donc à l'âge de 70 ans ou plus, là, l'espérance de vie n'est pas impactée par le diabète, comme le montrent les études. Les personnes diabétiques sont souvent hypertendues. Donc les études le montrent, et voilà une des études qui conforte cette information, c'est que pratiquement 50% des diabétiques sont hypertendus, et surtout lorsqu'il s'agit d'un diabète de type 2. Donc, surtout lorsqu'il s'agit d'un diabète de type 2, alors qu'en population générale, 30% des patients sont hypertendus.
Alors, les patients, bien sûr, qui sont hypertendus et diabétiques ont un risque de complications cardiovasculaires qui est nettement supérieur aux patients qui sont hypertendus et non diabétiques, comme le montre cette étude de cohorte, presque 90 000 patients, et on retrouve les données qu'on vient de citer, c'est-à-dire dans cette étude, quand on prend les diabétiques, 70% sont hypertendus et 30% des hypertendus sont diabétiques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette relation un petit peu étroite entre le diabète et l'hypertension artérielle et surtout le diabète de type 2C? C'est ce profil métabolique. Ce profil métabolique caractérisé par cette obésité abdominale et cette insulinorésistance qu'ont ces personnes qui ont cette obésité abdominale. Cette insulinorésistance qui explique directement l'hyperglycémie que vont avoir ces personnes et donc le diabète après. L'insuline qui ne fonctionne pas au niveau périphérique et donc il y a une hypersécrétion au niveau de pancréatique et donc on a un niveau d'hyperinsulinémie aussi. Et ces deux facteurs donc, entraînent les perturbations lipidiques, élèvent la pression artérielle parce qu'il y a une rétention hydrosodée induite directement par l'insuline au niveau rénal et aussi au niveau de la coagulation, au niveau de la thrombose. Donc il y a une stimulation aussi de mécanismes thrombotiques chez ces patients. Et tout cela va expliquer que chez ces personnes, il y aura un risque accru non seulement de maladies cardiovasculaires, mais aussi de complications athérothrombotiques cardiovasculaires. Alors, ce qui conforte un petit peu ce que je viens de dire, c'est que, regardez un petit peu cette étude, quand on prend les patients qui ont une obésité abdominale, et donc c'est une étude transversale, montre que ces patients développent plus fréquemment l'hypertension artérielle et développent aussi plus fréquemment le diabète. Donc, alors, lorsqu'on agit par le traitement, lorsqu'on traite ces personnes au stade de prédiabète, au stade d'élévation de pression artérielle, c'est un petit peu le message fort des nouvelles recommandations, c'est de proposer un traitement de l'hypertension artérielle à des patients qui n'ont pas l'hypertension artérielle définie comme supérieure à 140-90, mais une sorte d'élévation pathologique de la pression artérielle quand elle dépasse 120-70. On peut proposer à certains un traitement et ces traitements peuvent réduire ou ralentir ou un petit peu diminuer éviter cette évolution vers la déclaration du diabète et donc la survenue du diabète. Un exemple ici, cette association qui est largement maintenant utilisée comme toutes les associations avec amlodipine IEC ou amlodipine ARA2, ça réduit l'évolution vers de nouveaux cas de diabète. Ici avec le ramipril, comme avec le perindopril, dans l'étude HOP, où on montre bien que lorsqu'on traite avec le ramipril, non seulement on réduit l'évolution vers de nouveaux cas de diabète, mais ça se prolonge même après sortie de l'étude et arrêt du protocole de l'étude. Une méta-analyse a été faite sur ce sujet et a montré bien que le groupe de traitement qui est inférieur à la ligne de 1 et donc qui sont favorables et qui diminuent le risque de nouveau diabète sont les ARA2, les IEC, les inhibiteurs calciques. Donc ils ont un niveau de risque qui est inférieur au placebo. Par contre, les bêta-bloquants, les diurétiques, plutôt ils sont un peu, soit ils frôlent la ligne de 1 ou ils dépassent cette ligne de 1 et donc ils ont un risque d'augmenter cette évolution ou d'accélérer cette évolution et d'évolution vers la maladie diabétique. Et donc même quand on veut baisser la pression artérielle chez des patients qui sont prédiabétiques ou des patients qui sont prédisposés, le choix du traitement
importe beaucoup. Parce que si vous donnez à ce stade des médicaments qui vont réduire ce risque, ça va être important pour leur devenir aussi cardiovasculaire. Maintenant, chez les diabétiques qui sont déclarés, le fait de traiter leur hypertension artérielle réduit de façon considérable le risque de maladie cardiovasculaire. Ça a été prouvé par pratiquement toutes les molécules, aussi bien les inhibiteurs calciques ici dans cette étude, où le diabétique, il profite plus que le non-diabétique du traitement de l'hypertension artérielle. Ça, c'est un point qui est très important. Ça a été aussi démontré dans une étude ancienne, UKPDS, et qui a montré que cette baisse de la pression artérielle fait diminuer le risque d'infarctus du myocarde de façon un peu linéaire par rapport à la baisse. Ici, c'était une association à l'époque d'IEC et de bêta-bloquants. Si je me rappelle bien, c'était le captopril avec un bêta-bloquant dont je ne me rappelle plus. D'autres études ont montré que la baisse n'est pas linéaire et c'est une baisse mais qui donne un petit peu la forme d'une courbe en U. C'est-à-dire qu'en diminuant la pression artérielle, on va diminuer le risque de complications cardiovasculaires jusqu'à une fourchette qui se situe entre 120 et 130 mm de mercure. Et lorsqu'on baisse à moins de 120 mm de mercure, le risque de complications cardiovasculaires peut augmenter. Ça a été observé dans pas mal d'études, et notamment dans cette étude, qui est, je crois, l'étude OnTarget, et qui a montré ça aussi bien pour les diabétiques et les non-diabétiques. Lorsqu'on baisse la pression artérielle, on bénéficie surtout du risque de développement, de survenue d'accident vasculaire cérébral, hémorragique ou ischémique par rapport aux complications cardiaques. Donc, les recommandations actuelles limitent la baisse de pression artérielle à 120 mm de mercure. Donc, il ne faut pas faire baisser la pression artérielle à moins de 120 mm de mercure. L'idéal, c'est rester entre 120 et 130 de systolique. Bien sûr, chez le sujet âgé, on peut être sur 140 à 130. Si on baisse à moins de 130, il faut qu'il tolère, sinon il y a un risque de chute, comme a dit Mme Ammar tout à l'heure, avec fracture de col et donc de complications. Donc chez le sujet âgé, faites attention. Vous allez viser, cibler surtout le 130-140 plutôt que 130-120 que vous allez cibler plutôt chez les sujets qui sont moins âgés. Une étude qui un petit peu va dans le sens des études qu'on vient de montrer, mais spécifique aux diabétiques, pratiquement la seule étude à l'époque, cette fois-ci avec une association IEC avec diurétique, et qui montre ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse des complications cardiovasculaires et de mortalité totale quand on baisse la pression artérielle chez les patients qui sont bien sûr diabétiques hypertendus. Mortalité globale et cardiovasculaire, bien sûr. Lorsqu'on utilise une association IEC inhibiteur calcique, on est non seulement efficace sur les chiffres de pression artérielle, mais aussi sur le risque sur la réduction des événements cardiovasculaires, comme on vient de le montrer. Et cette réduction des événements cardiovasculaires, elle est attribuée plus à la baisse efficace de la pression artérielle, de l'hypertension artérielle. Alors, une étude de prévention, qui est l'étude Europa, une étude où il y avait beaucoup de coronariens, il y avait aussi beaucoup de diabétiques. Et dans cette étude, IEC inhibiteur calcique avait diminué nettement le risque de complications cardiovasculaires, à savoir infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, décès et décès cardiovasculaire. Tout cela pour vous dire que lorsque vous traitez un patient hypertendu diabétique,
vous réduisez de façon très très importante le risque de complications cardiovasculaires chez ces personnes. Là, toujours tiré de cette étude, les patients qui bénéficient plus de ce traitement, ce sont les patients qui sont sous IEC inhibiteur calcique plutôt que sous d'autres combinaisons. Et c'est pratiquement de cet ensemble d'études que les recommandations mettent en avant une bithérapie, surtout une bithérapie IEC inhibiteur calcique ou ARA2 inhibiteur calcique, plus ou moins ARA2 diurétique, IEC diurétique, pour démarrer un traitement de l'hypertension artérielle. Les patients diabétiques hypertendus sont des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire parce que le risque de complications cardiovasculaires depuis 2019, les recommandations nous disent que lorsqu'un diabétique a un autre facteur de risque, donc il est à haut risque cardiovasculaire. Et donc finalement, notre diabétique hypertendu, il est défini comme un standard de patient à haut risque de complications cardiovasculaires. Il peut aussi avoir d'autres facteurs de risque ou d'autres marqueurs de risque ou carrément une maladie cardiovasculaire établie. Et là, on va le définir à très haut risque cardiovasculaire. Pourquoi on dit ça? Parce que dans les nouvelles recommandations, et pas de grands changements sur cette initiation du traitement, les patients qui sont définis comme une pression artérielle élevée, c'est-à-dire une pression supérieure à 120 de systolique, supérieure à 70 de diastolique, ces patients, il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Alors, s'ils sont diabétiques, ils sont au moins à haut risque cardiovasculaire ou à risque modéré. Et là, ce sont des patients qu'il va falloir confirmer cette élévation de pression artérielle, les mettre au moins sous mesure hygiéno-diététique s'ils n'ont pas d'albuminurie, sinon il faut démarrer un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et s'ils gardent une pression artérielle supérieure à 130/80, il faut démarrer le traitement chez ces personnes. Concernant les mesures hygiéno-diététiques, c'est une étape très importante, même chez le sujet diabétique. C'est intéressant. Alors, dans les nouvelles recommandations, pas de grands changements, sauf qu'on nous met maintenant comme recommandation d'enrichir un peu l'alimentation ou le sel par un peu de potassium. Donc, comme le montrent ces dernières études, qui montrent que lorsqu'on enrichit un petit peu de 25% le sel, ça permet de diminuer de façon très évidente le risque de complications cardiovasculaires, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de maladie rénale sous-jacente ou qu'il n'y ait pas d'association avec des médicaments qui éparent le potassium comme les anti-aldostérones. Chez les personnes diabétiques, bien sûr, il faut que la prise en charge de l'hypertension artérielle soit un petit peu plus sérieuse, et donc il faut être précis. Donc il ne faut pas hésiter à faire de l'automesure ou de la MAPA pour confirmer le diagnostic et aussi pour vous aider à vérifier est-ce que vous avez bien contrôlé, est-ce que vous contrôlez bien l'hypertension artérielle, le traitement d'hypertension artérielle chez votre patient. Concernant l'initiation du traitement, si on cherche un petit peu où se situe notre patient diabétique, il se situe chez les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Et comme je viens de le dire, on peut initier un traitement chez notre patient diabétique. S'il a une albuminurie, là, il va falloir le traiter, commencer le traitement par les IEC. Sinon, au moins, quand il garde une pression artérielle supérieure à 130/80, là, il va falloir, bien sûr, commencer le traitement comme le disent les dernières recommandations. Ne pas laisser un diabétique jusqu'à avoir une hypertension artérielle évidente, supérieure à 140/90. Ça risque d'être trop tard, donc en termes d'efficacité sur le bénéfice de réduction des complications cardiovasculaires.
Concernant les objectifs tensionnels, on vient d'en parler. L'idéal, c'est être entre 130 et 120. Donc, chez les patients qui ne sont pas âgés, c'est les patients très âgés, visez le 140 dans un premier temps. Et si votre patient tolère, vous pouvez descendre à 130, 120, mais restez prudent chez ces patients très âgés. La diastolique, maintenant, il faut qu'elle soit entre 80 et 70. C'est repris dans les dernières recommandations, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le 130-120 pour tous les patients. Pour les patients qui sont âgés, plutôt les 130-140, que ce soit les patients diabétiques ou non diabétiques. Alors, d'où viennent ces nouveaux objectifs? C'est des études récentes, comme vous les voyez. On en a parlé pas mal de fois, on les a présentées et qui montrent bien, parce que ici c'est une méta-analyse de l'ensemble de ces études, et qui montrent bien que lorsqu'on met un traitement intensif et quand on baisse de façon très importante la pression artérielle, de façon sérieuse, on a un bénéfice de réduction des complications cardiovasculaires. Par quoi traiter notre patient diabétique? Si on a à le traiter par un seul traitement, par exemple le patient qui a une albuminurie, qui a une élévation de pression artérielle qui reste supérieure à 130-80, là on est autorisé à mettre une monothérapie, ça sera obligatoirement un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un ARA2. Une préférence des néphrologues aux ARA2 quand il s'agit d'un diabète de type 2 et des IEC quand il s'agit d'un diabète de type 1, cette préférence n'existe pas en cardiologie. Au contraire, en cardiologie, on a une toute petite préférence aux IEC par rapport aux ARA2, surtout quand il s'agit d'un patient qui a une maladie athérosclérose et une complication comme l'insuffisance cardiaque. Sinon, c'est bien sûr les associations. Alors, ces associations, on les recommande chez les patients qui ont une pression artérielle supérieure à 140-90, et les combinaisons maintenant qui sont les recommandées, c'est quand on associe un bloqueur du SRA, IEC ou ARA2, avec un inhibiteur classique ou un diurétique. Alors, une préférence à l'association ARA2 ou IEC et inhibiteur classique plutôt diurétique, en termes d'efficacité sur les chiffres tensionnels, mais aussi en termes un petit peu l'inhibiteur classique, il est un petit peu neutre sur le métabolisme glucidique, et donc il n'y a pas aussi de perturbation de ce métabolisme par rapport aux inhibiteurs classiques. Il reste préféré un petit peu chez les sujets âgés, surtout lorsqu'il y a un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Chez le coronarien, on préfère plutôt l'IEC inhibiteur classique aux IEC diurétiques, ou ARA2 inhibiteur classique plutôt que ARA2 diurétique. Mais chez le patient qui est âgé, ou notamment un antécédent d'accident vasculaire cérébral, une petite préférence va à l'association avec les diurétiques. Alors, c'est le schéma de l'année dernière de la Société internationale. On le retrouve aussi cette année dans ces nouvelles recommandations, c'est-à-dire une bithérapie à faible dose. Et après cette bithérapie à faible dose, sauf chez le sujet âgé, plutôt commencer par une monothérapie. Le sujet très âgé, ne commencez pas par une bithérapie. Le sujet dont on a parlé, qui a une pression artérielle élevée et qui reste supérieure à 130-80, et si vous décidez de le traiter s'il est à haut risque cardiovasculaire aussi, ces patients-là, vous commencez par une monothérapie. Ce sont des exceptions, mais sinon, la règle maintenant, c'est une bithérapie qui devrait être à faible dose. Donc ça, c'est très important. Et puis après, alors, est-ce qu'il faut passer à une bithérapie à forte dose ou à une triple thérapie à faible dose? Là, il y a un petit débat actuel. Certains préfèrent aller sur la bithérapie à forte dose puis une triple thérapie. D'autres préfèrent une triple thérapie à faible dose. Dans tous les cas, on arrivera à la triple thérapie à forte dose. Donc, et si on respecte ce protocole, ce schéma, on ne devrait pas avoir plus de 5% de patients qui résistent au traitement antihypertenseur. Ceux qui résistent en plus, c'est très probablement des faux résistants
qu'il va falloir contrôler parce que souvent, on a des patients qui ont cet effet blouse blanche et donc quand on veut vérifier est-ce que la pression est contrôlée en consultation, on a aussi des patients qui sont traités mais qui, quand ils arrivent en consultation, ils élèvent leur pression artérielle. Donc, dans la stratégie actuelle, c'est pratiquement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on préfère la monothérapie seulement lorsqu'on veut traiter des patients qui ont une pression artérielle élevée, mais non pas une hypertension artérielle, c'est-à-dire plus de 100, 120 et plus de 70, après mesure hygiénodététique, si elle reste supérieure à 130, 80. Les patients très âgés aussi, ou les patients qui ont une hypotension orthostatique. Pourquoi cette recommandation de commencer par une bithérapie? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on augmente la dose, on ne gagne pas en baisse de pression artérielle, comme si on ajoute un autre traitement, même à faible dose. Et donc, souvent, la bithérapie à faible dose est nettement supérieure à la monothérapie, même à forte dose. On nous recommande aussi maintenant, heureusement, nous avons beaucoup d'associations qui sont fixes. C'est très important de donner une association fixe. Donc, on donne un seul médicament à une personne au lieu de donner 2 ou 3 comprimés. Donc, ça, c'est important, surtout à l'étape de bithérapie. Alors, aussi dans l'étape de triple thérapie. Et donc, c'est devenu une recommandation aussi. Pourquoi? Parce que, regardez donc cette étude qui est récente et qui montre que lorsqu'on utilise les associations fixes, on a une baisse des complications cardiovasculaires. Donc non seulement on a une efficacité sur la baisse de pression artérielle, mais aussi on a un bénéfice sur la réduction des complications cardiovasculaires. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et donc, chez le sujet diabétique, comme chez le sujet non diabétique, il va falloir aussi opter pour cela. Donc, plutôt, surtout des bithérapies en combinaison fixe. Alors, le troisième traitement, c'est bien d'être sur une triple thérapie, mais des fois, on a envie de séparer un petit peu les doses, et donc on peut utiliser le troisième médicament séparément, surtout si on veut l'utiliser le soir ou l'après-midi par rapport au matin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Mnies. Et on prendrait 2 questions si dans la salle, s'il y en a. Oui. Merci, professeur. J'ai juste une petite remarque. Est-ce que dernièrement, on n'a pas changé les objectifs? On ne s'intéresse plus à l'hypertension artérielle systolique et diastolique, c'est beaucoup plus la systolique. Dernièrement, on vient de l'avoir dans une communication. Et dans ce même versant, si on s'intéresse que sur la systolique, quel serait l'objectif pour les gens qui ont une hypertension artérielle diastolique? Oui. Alors, on s'intéresse plus à l'hypertension systolique parce que c'est la plus fréquente. Donc, on a fréquemment plus des patients qui ont une hypertension soit systolique ou une hypertension systolo-diastolique. Les objectifs sont les objectifs que je viens de rappeler tout à l'heure, je viens de dire. Donc, chez le sujet qui a moins de 65 ans, donc dans un premier temps, on va faire baisser la pression artérielle à moins de 140-90, et puis après, on va optimiser pour aller à l'objectif idéal, hein, c'est l'idéal, optimal, qui est entre 120 et 130 de systolique. Bien sûr, quand on arrive à 120-130 de systolique, souvent on a une diastolique qui répond et qui est moins de 70, moins de 80. Donc en pratique, on n'a pas vraiment de problème avec la diastolique. Le plus souvent, on a un problème surtout avec la systolique. Dans les rares cas où on a des patients qui ont des
des élévations de pression artérielle strictement diastoliques. Donc, c'est très rare. Souvent, c'est des sujets jeunes, c'est des sujets un peu stressés. Souvent, on vérifie est-ce qu'il y a de la tachycardie. Donc, on peut aussi agir sur ça. Sinon, les vasodilatateurs marchent très bien plutôt que les diurétiques chez ces patients. Et souvent, on arrive quand même à les traiter aussi. Contrairement à ce qui a été dit il y a longtemps que l'élévation de la pression diastolique engendre plus de complications cardiovasculaires que l'élévation systolique, on est revenu sur cette notion. C'est l'élévation de la pression systolique qui engendre plus de complications cardiovasculaires. Mais l'élévation de la diastolique isolée n'est pas anodine. Donc c'est aussi une élévation qui est pathologique et dont il faut s'en occuper. Quand il s'agit de sujets jeunes, où l'élévation n'est pas très importante, si le risque cardiovasculaire, bien sûr, n'est pas élevé, on peut commencer par des mesures hygiénothétiques qui marchent dans cette catégorie de personnes. Après, si on n'a pas obtenu les objectifs, bien sûr, on passe au traitement. On privilégie les vasodilatateurs, notamment de la classe des bloqueurs du système rénine-angiotensine, ou bien les inhibiteurs calciques. On n'utilisera pas les diurétiques. Les bêta-bloquants, on peut les utiliser si on a affaire à des patients qui sont stressés, émotifs et tachycardes. Une dernière question. Merci, professeur Beniès, pour cette excellente présentation. Un patient diabétique hypertendu avec une maladie rénale chronique qui est sous bloqueur du système rénine-angiotensine et qui a une tension dans les objectifs, c'est-à-dire entre 120 et 130, mais qui n'est pas sous dose maximale de bloqueur pour assurer la néphroprotection. Est-ce que lorsqu'on augmente la dose pour assurer la néphroprotection, est-ce qu'on ne risque pas de faire chuter la tension? Merci. Bon, ça il faut un néphrologue pour vous répondre à 100% à cette question. Les objectifs de la protection cardiovasculaire sont ces objectifs-là. Après, les objectifs dans la néphroprotection, c'est surtout la réduction de l'albuminurie. Les fourchettes qui ont été établies assurent aussi bien la néphroprotection que la cardioprotection. Et donc, on ne peut pas baisser à moins de 120 pour assurer une néphroprotection. Sinon, on risque aussi d'avoir des complications, notamment un surcroît de maladies d'infarctus du myocarde chez certains patients. Donc, on préfère... il a été choisi, cette fourchette, parce que c'est un petit peu l'équilibre. Après, quand on descend à moins de 120, on peut gagner sur la réduction des AVC. Ça, oui, les études le montrent. Après, pour la néphroprotection, au contraire, dans les recommandations de 2018, les patients, surtout les patients qui ont une insuffisance rénale, ils étaient sur une fourchette qui était à 140-130. Donc, dans ces recommandations, on les a mis avec le reste, c'est-à-dire une fourchette de 130-120 de systolique. Donc, je n'ai pas cette notion sur les nouvelles recommandations qu'on devrait baisser plus chez le patient qui a une maladie rénale chronique ou une insuffisance rénale chronique, les chiffres de pression artérielle à moins de 120 de systolique et moins de 70 de diastolique. Je ne voudrais pas dire qu'il faut baisser moins de 120, mais pour assurer une néphroprotection. La dose recommandée pour la néphroprotection, c'est la dose maximale de la molécule des bloqueurs. Oui, alors dans ce cas-là, si on est devant une maladie rénale chronique un petit peu sérieuse et sévère, ce sont des patients qui sont gérés entre nous et les néphrologues. Alors souvent, on préfère, quand on est sur une bithérapie ou une triple thérapie, commencer par donner plus le bloqueur du système rénine-angiotensine. Après, on peut passer à augmenter l'inhibiteur calcique ou le diurétique après. Donc, on mettra plus on choisira ça.
c'est un choix qui est souvent suivi. C'est-à-dire lorsqu'on est sur une bithérapie ou une triplethérapie, lorsqu'on veut augmenter la dose, on augmente souvent le bloqueur du système rénine-angiotensine. Ce sont les médicaments qui ont moins d'effets secondaires que si on augmente les inhibiteurs calciques ou si on augmente les diurétiques. Donc on a souvent cette préférence. Après, lorsque ça ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'on va augmenter les inhibiteurs calciques. D'ailleurs, c'est une attitude qui est utilisée même chez les patients qui n'ont pas de maladie rénale chronique ou d'atteinte rénale chronique. Merci, professeur Bniès, et très bonne soirée à tous et à toutes.